beaucoup, Somaya. On a parlé donc de Patrick Bruel, on va parler de l'affaire Liliana, du drame Liliana, on écoutera le président Macron, mais on avait aussi prévu, et comme Vincent Hervouet est avec nous ce matin, de parler juste quelques minutes, parce que l'actualité est vraiment très très forte, mais de ce qui se passe en Irlande du Nord. Parce que ce qui se passe en Irlande du Nord est absolument terrible. Et je vous propose peut-être, pour ceux qui ne sont pas au courant, de voir le sujet de cet homme qui a été donc égorgé dans la rue, Vincent Hervouet. Oui, c'est une vidéo en fait qui a circulé, qui a provoqué une véritable émotion dans la province d'Irlande du Nord. Ça se passe à Belfast et il y a un étranger, en fait c'est un Soudanais qui est un réfugié politique d'ailleurs, qui est passé par Paris avant d'arriver au Royaume-Uni, qui est assis sur un homme à terre et qui est en train de le larder de coups de couteau. Le type est en sang, il l'a poignardé au visage, au dos, et il s'emploie avec un couteau de cuisine à l'égorger. Et il y a 3 passants qui finalement interviennent, dont l'un est armé d'une... C'est même pas une batte de baseball, c'est une sorte de tringle qu'il a à la main, et ainsi sauve la vie de cet homme. Et la première action des autorités, ça aurait été de dire de ne pas diffuser la vidéo qui risquait d'enflammer la population. Ça, c'était vraiment une déclaration totalement hypocrite qui a provoqué effectivement le contraire de ce qu'elle entendait obtenir, à savoir qu'il y a eu immédiatement un appel à manifester, que les gens se sont retrouvés en fin d'après-midi dans les rues de Belfast et dans plusieurs villes d'ailleurs d'Irlande du Nord. Et ça a tourné au fil de la soirée. Ils se sont mis à brûler des poubelles, puis des voitures, puis un bus, puis à attaquer des maisons, finalement à incendier un immeuble, à coups de cocktail Molotov qui étaient habités, des immeubles qui sont habités, des maisons habitées par des étrangers. Donc ça avait un côté effectivement de début de pogrom. De ratonnade, disons-le. Oui, et ce qui est évidemment très abominable. Et on a eu le Premier ministre irlandais qui a fait une phrase sur expliquant que c'était indigne, immoral, ignoble. Sauf que, évidemment, tout ça est bien évident, la morale, elle est évidente. Mais le problème, il est politique. Parce qu'au Royaume-Uni, c'est un véritable baril de poudre depuis 8 jours, depuis les émeutes à Southampton et depuis la mort, les conditions de la mort de cet étudiant blanc qui a été tué au début de l'année par un Sikh, par un Indien, un Britannique d'origine indienne. Il s'appelle Henry Novak, cet étudiant, et il a été tué à la sortie d'un pub par un furieux qui l'a lardé de coups de couteau. La police est arrivée, et quand la police est arrivée, l'assassin leur a dit il a eu des propos racistes. Du coup, qu'est-ce qu'a fait la police? Elle lui a mis les menottes à l'homme qui avait été agressé, qui était en train de mourir au bout de son sang, et il est mort d'ailleurs étouffé en prononçant les mêmes mots que George Floyd. Vous vous souvenez, l'Américain, à 6000 km de là, la mort de George Floyd, qui a dit, dernier mot, ça a été « je ne peux pas respirer ». Même chose pour le jeune Harry Novak, mais lui, il avait les menottes, les flics n'ont rien fait pour l'aider, au contraire, et on a découvert toute l'histoire la semaine dernière quand il y a eu le procès. Le truc qui est vraiment intéressant, c'est la réaction des médias, la réaction de l'élite britannique, la réaction des étudiants kéfiers qui manifestaient dans les rues de Londres pour George Floyd, qui se mettaient à genoux et qui déboulonnaient les statues. Ces gens-là, qui il y a 4 ans, au moment de George Floyd, étaient dans une sainte colère, sont indignés aujourd'hui par la rage que l'affaire provoque dans les milieux populaires. C'est-à-dire qu'il y a un mépris de classe, de la classe dirigeante, de la moyenne bourgeoisie, de la bourgeoisie de gauche, des citadins, pour le populo qui s'insurge, un mépris des reins. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Eugénie Bastier, et on retrouve évidemment des similitudes avec la société française, même si elle est plus apaisée aujourd'hui. La grande différence, Vincent Hervouet a parfaitement résumé ce qui se passe au Royaume-Uni, mais la grande différence, c'est que les crimes liés à l'immigration suscitent au Royaume-Uni des révoltes dans la rue, des manifestations et des émeutes, ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays européens, qu'on ne voit pas, on le voit un peu en Europe du Nord parfois. Alors, est-ce que ça s'explique par le fait que l'immigration est 2 fois plus importante au Royaume-Uni qu'en France? On est à presque 20% de la population, alors qu'en France, c'est autour de 11% immigrés. Chiffre officiel?
Chiffre officiel, oui. Enfin, on a 20% d'immigrés dans la population britannique, ce qui est beaucoup. Hein. Et je crois qu'ils sont vraiment à un stade beaucoup plus avancé du multiculturalisme et de tensions qui sont engendrées par le multiculturalisme. Et il y a aussi, je pense, j'en parlais avec un fin connaisseur de la société britannique, lui-même britannique, qui me disait qu'au Royaume-Uni, il y a une espèce de patriotisme des classes populaires très fort. Des classes populaires blanches qui sont ulcérées par la manière dont leur pays est en train de se transformer et qui se révoltent. Oui, mais qui se révoltent plus, qui vont dans la rue, qui sont... C'est une majorité silencieuse en France. En France, elle est plus silencieuse, peut-être. C'est une majorité silencieuse. Mais il y a moins de haine, mais ça commence à il y a moins monter, de haine de soi au Royaume-Uni, je pense. Enfin, oui, il y a plus attendez, ça commence à monter. Parce qu'on a vu des manifestations après... Ça commence à monter, parce que les gens du canon français qui sont insultés par les gens de France Inter, ça commence à monter. Oui, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'émeutes. Je suis d'accord avec vous, mais ça commence, dans la rue. On les méprise, le beauf, etc., on le méprise, tout ça parce qu'il chante des chansons... Exactement, il chante des chansons de Michel Delpech et il se fait insulter par l'éditorialiste de France Inter. Donc ça suffit. Oui, mais il n'y a pas de... Vous remarquerez qu'en France, il n'y a pas... Oui, mais en France, il n'y a pas une voiture brûlée par des Blancs dans la rue. Ça n'existe pas. On est ailleurs, au Royaume-Uni, pardon. Les choses changent. Dupont-la-Joie, ça a 50 ans. Oui. Le mépris pour le beauf, c'est une vieille histoire des bien-pensants. La différence, c'est qu'il y a eu 1 million de gens avec l'Union Jack à la main dans les rues de Londres il y a quelques mois. Et ça, 1 million de types qui brandissent l'étendard national pour dire il y en a assez, vous ne l'avez pas vu en France, on en est très loin. On en est très loin, mais je vous le répète, j'ai vu, c'est des signaux. J'ai vu l'autre soir, comme tout un chacun, d'ailleurs, la victoire de Lens en football. J'ai vu des gens qui chantaient Michel Delpech. Mais c'est pareil de chanter que d'être en colère et d'aller dans la rue avec un drapeau. Bien sûr, mais ils en ont ras-le-bol de se faire insulter. Mais le roast beef se rebiffe vraiment. Oui. En France, ça se passe dans les urnes, pardon. Oui, mais dans les urnes, exactement. Les urnes, le Rassemblement National. Le roast beef se rebiffe. Le réceptacle de... Franchement, le roast beef se rebiffe. Non, mais il y a quand même deux choses. D'abord, ça dépasse le Royaume-Uni, parce que ça se passe dans les deux Irlandes. Il y a aussi des scènes comme ça dans l'autre Irlande. Première chose. Et deuxièmement, moi je fais pas de sondage, mais comme toutes les personnalités publiques, on est abordé par des personnes, je peux vous dire que le discours est en train de changer. Non, mais vraiment, les gens vous disent, écoutez, on est bien patient, bien silencieux, mais sachez qu'on sera là le moment venu. Les gens vous disent ça. Les inscriptions au club de tir ont explosé. Il y a des listes d'attente incroyables. Vous croyez que c'est un hasard? Non, je pense qu'il y a l'idée de la guerre civile qui vient. Au Royaume-Uni, la différence, c'est que, Gilles a très bien dit, il y a un communautarisme à l'œuvre. La plupart des villes, les grandes villes du Royaume sont aujourd'hui dirigées par des gens d'origine étrangère. Vous avez la monarchie, avec son magnifique faste, qui laisse croire qu'il y a encore un Royaume-Uni, alors qu'il y a un pays qui est profondément désuni. Et il y a d'ailleurs ce week-end une cérémonie que j'adore, parmi les cérémonies les plus extraordinaires de la monarchie anglaise, c'est l'anniversaire du roi, qui est toujours le 2e samedi de juin, et qui s'appelle Drop in the Colour, c'est ça? Qui est absolument... Dropping the Colour, je le dis mal, Dropping the Colour. Et à l'époque, TF1 retransmettait souvent cette cérémonie, et c'est absolument formidable, le faste, comme vous le dites. Mais on n'a même pas vu le sujet, donc je vous propose de voir le sujet d'Augustin Donadieu, et après nous parlons de Liliana. On commente avant les faits. Relayée maintes fois sur les réseaux sociaux, cette vidéo a suscité l'émoi en Grande-Bretagne. On y voit un assaillant levant un couteau de cuisine, assis sur un homme à terre, dont le visage est ensanglanté. La scène se déroule lundi soir à Belfast, dans un quartier réputé calme. Hier, en réaction, des centaines de manifestants, pour beaucoup masqués, sont venus exprimer leur colère dans différents points de la ville. La soirée a dégénéré en violence. Autoroutes fermées, forces anti-émeutes déployées, des bus, des véhicules et des maisons ont été incendiés. Selon les médias britanniques, les manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre et à des personnes issues de l'immigration. La première ministre nord-irlandaise a appelé au calme. Le message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est un message d'apaisement. Ne laissez pas ceux qui se moquent des habitants d'ici attiser la haine, semer la peur. Selon la police, le suspect serait âgé de 30 ans. Il s'agit d'un réfugié soudanais titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'en 2028. Il était arrivé au Royaume-Uni en 2023 via Paris puis Dublin. La piste terroriste est écartée, le motif de l'attaque toujours inconnu.
La victime, âgée d'une quarantaine d'années, a été sauvée par l'intervention de 3 témoins, puis par l'arrivée de la police. Elle a été hospitalisée dans un état grave. Écoutez, on souhaite que cette personne, évidemment, aille mieux ces prochaines minutes. Liana, et vous restez évidemment, Célia Barotte, avec nous avant de prononcer un discours à l'occasion de la remise du dossier de candidature du Pic du Midi à l'UNESCO. Emmanuel Macron a adressé un message de solidarité à la famille de Liana. Et il était à l'Élysée. Écoutez le président de la République. Nul ici n'ignore, je dirais qu'à quelques kilomètres du Pic, un drame aussi est advenu qui bouleverse le pays tout entier. Et donc, évidemment, je ne peux pas commencer cette cérémonie sans avoir une pensée pour une de nos familles, et pour tant de familles qui sont touchées par les drames, les horreurs, dire toute la détermination du gouvernement, des pouvoirs publics, mais aussi dire toute l'affection que nous avons à l'égard de la famille de la petite Liana. Voilà. Hier, Hubert Bonneau, alors je ne sais pas comment vous interprétez cette parole du président de la République, d'ailleurs, Thomas Bonnet. Ce que j'interprète aussi, c'est les propos rapportés dans le Parisien qui m'ont ulcéré, c'est-à-dire que Emmanuel Macron serait celui qui est à l'origine de la démultiplication des ministres dans les médias. Il aurait conseillé en clair à Gérald Darmanin et Laurent Nunez d'aller défendre la parole du gouvernement, ce qu'on peut entendre. Il a raison. Mais la raison invoquée m'a un peu interpellé, c'est-à-dire c'était pour, soi-disant, en tout cas c'est comme ça que c'est dit dans le Parisien, contrer le Rassemblement national et montrer qu'on est encore aux commandes. C'est-à-dire que même sur une affaire pareille, il y a encore de la politique politicienne de la part du président de la République qui est déjà en train de considérer ce duel avec le RN. Je trouve ça en fait inapproprié. Écoutez, oui. Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie, était hier sur TF1. Alors la gendarmerie est évidemment pointée du doigt parce que au-delà de la magistrature, personne ne comprend pourquoi les gendarmes ont mal accueilli la parole de la mère de Rosa qu'on entendra tout à l'heure. Écoutez Hubert Bonneau. Moi, ce que je peux vous dire en l'état, c'est que j'ai fait quelques vérifications, notamment sur les centres d'appel de la gendarmerie. Il y a eu effectivement des conversations qui se sont bien déroulées, mais je ne peux pas affirmer que sur des conversations directes entre cette maman et des gendarmes, cela n'est pas dérapé. Et je ferai la lumière sur ce sujet. C'est parfaitement incompréhensible. On va écouter, parmi tous les témoignages que j'ai entendus moi ces derniers temps, la mère de Rosa, ce qu'elle dit, mais c'est absolument incompréhensible. Elle dépose plainte en 2025, en août 2025. Sa fille a été violée 11 fois. Il y a évidemment un médecin qui a constaté lésions vaginales et anales. Elle est à la gendarmerie et sa parole est peu ou mal entendue. Et le procureur mettra 3 mois, le procureur de Toulouse, pour transmettre à Auch. C'est incompréhensible. Je vous assure, c'est incompréhensible parce que là, ce n'est pas une question de moyens, c'est simplement une question humaine. Donc, pour moi, c'est incompréhensible. Oui, mais là, encore une fois, là, ce sont des responsabilités personnelles. Le parquet de Toulouse qui est incompétent pour gérer l'affaire. Il est incompétent, voilà, au sens juridique. Au sens juridique du terme. Parce que s'il le fait, il vicie la procédure. Donc, surtout, il ne faut pas le faire. Mais face à une situation comme celle-ci, c'est le bon sens. Il sait très bien que ça va mettre un certain temps par la voie postale. Okay. Allô ? Je voudrais parler à mon collègue d'Auch. J'ai une affaire qui me parle. Pourquoi il ne le fait pas ? Ben, j'en sais rien. Il faut lui demander. Voilà. Bon, mais alors... il y a une déresponsabilisation de tout. Écoutez, là, c'est important. Sur l'histoire de mon procès, là, les faits, ils ont été commis très vite. Il y a les 4 personnes qui ont participé au meurtre et aux 2 autres tentatives de meurtre. C'est un tir dans une cité. Et vous faites allusion au procès que vous avez vécu cette semaine à Draguignan, et ceux qui n'étaient pas là dans la première partie, effectivement, je rappelle les faits, et puis ces 4 personnes ont été condamnées. Qu'est-ce qui se passe ? Les 4 sont très très vite identifiés. Il y en a 2 qui sont d'ores et déjà en prison pour d'autres affaires où ils ont été interpellés, et il y en a 2 autres qui vont être laissés en liberté. La directrice d'enquête est venue à la barre. Ils ont fait un travail remarquable. Hein, les policiers, en moins de 15 jours, ils avaient identifié tout le monde. Et elle a dit, je tiens à m'excuser, parce que nous sommes 10 policiers, et au moment des faits, j'avais à gérer 15 règlements de compte. Et donc les 2 autres sont restés libres pendant 3 ans, parce que je n'avais pas les moyens, j'ai été obligé de prioriser. C'est audible ?
Bon, et effectivement, disons-le aussi, il y a un lien entre immigration et délinquance, c'est que cette immigration massive a produit une délinquance plus forte qui, évidemment, aujourd'hui bouchonne la police et pèse sur la police, pèse sur la justice. C'est une vérité aussi. C'est pour ça qu'on en revient toujours au même sujet, bien sûr. C'est un sujet important. J'ajoute, parce que je ne veux pas qu'on pense qu'on stigmatise les quartiers et les gens de l'immigration. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans ce dossier-là, moi, la famille des victimes, qui était bien évidemment présente, moi je les ai vus, ils en souffrent de ça. Il y avait la plupart des femmes, des tantes, etc. Elles travaillent toutes. Et elles étaient toutes, elles ont dit, mais nous, pourquoi on doit subir ça ? Donc là, c'est la famille de ceux qui étaient condamnés aussi ? Non, il y avait la famille de ceux qui étaient condamnés, et encore pas trop, mais il y avait surtout la famille des victimes, qui était très importante, et la plupart étaient qui sont dans les quartiers, qui sont issus de l'immigration et qui sont les premières victimes de ça. Bien sûr, qui sont dans les cités, bien sûr. Et qui le disaient. Ils disaient, mais nous, pourquoi ? Mais on n'a rien demandé. Bien sûr. On n'a rien demandé, pourquoi il nous arrive cela ? Bien sûr. Et c'était incroyable, et d'une dignité et d'une sobriété incroyable. Voilà. Et elles en sont également 2 fois victimes. Bien sûr. Parce que bien sûr, ils sont pointés du doigt. Bien sûr, mais c'est pour ça que la société française marche mal depuis tant d'années. C'est pour ça qu'il faut changer. Et notamment, parce que tout ce qu'on dit là, si on ne construit pas 100 000 places de prison ou 50 000 places de prison, ça n'a pas de sens. Hein. Oui, mais en même temps... Tout ce qu'on dit là. Hein. Oui, mais il faut... Alors abordons aussi le sujet. Oui. Qui s'oppose à la construction des prisons ? Mais écoutez, il y a le coin de France où il n'y a absolument personne et vous construisez votre prison là. Oui, pardonnez-moi de le dire comme ça. Les élus locaux s'opposent malheureusement. Mais il y a des coins de France où il n'y a rien. Oui. Alors ça sera peut-être difficile d'accès pour les avocats, ça sera difficile d'accès pour les familles, ça sera difficile, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis désolé de le dire comme ça. Bien sûr. Il n'y a plus... Et là, il n'y aura plus de question des élus locaux parce qu'il y a des déserts en France. On a construit 5000 places de prison, je crois. Je vous répète, il y a des coins de France où il n'y a rien. Et quel coin on a Non mais... Il y a des coins de France où il n'y a pas, en tout cas, évidemment, ils sont la diagonale du vide. Il y a la diagonale du vide, la fameuse diagonale du vide. Donc alors après, les gens vont dire oui, mais il n'y a pas de train pour y aller, les avocats vont gueuler, etc. Dans le code je suis désolé, évidemment, tu ne vas pas mettre une prison en plein centre-ville. La volonté politique. Oui. La volonté, évidemment, elle existe. Tout ça, c'est des faux problèmes. Pardonnez-moi, les élus locaux. Tout ça, c'est tout ce qu'on entend depuis 40 ans. Ce sont des faux problèmes. La volonté politique, effectivement, elle est plus forte que tout. Et elle doit être plus forte que tout. Donc, il faut construire 50 000. Et tu mets... Bukele, il l'a fait. Pardonnez-moi de reprendre toujours mon exemple Bukele. Il faut aussi recruter des surveillants. Mais je suis désolé de vous le dire. Créer des places de prison, c'est aussi recruter. Le Salvador l'a fait. Mais écoutez, vous voulez quoi comme société ? Je ne dis pas que je suis con, je dis juste que c'est pas juste créer matériellement des places de prison, il faut aussi des effectifs pour encadrer les détenus. Alors qu'il devait en faire 20 000. Parce qu'il a raison, les premières victimes, parfois, sont effectivement ceux qui sont issus de l'immigration, qui souffrent effectivement, qui souffrent 2 fois, comme vous l'avez dit très justement. Bon, revenons au sujet de Liliana. Écoutons la mère donc, de Rosa, qui s'appelle Audrey, qui est espagnole, qui parle d'ailleurs un excellent français, et qui rapporte, et c'est absolument invraisemblable. C'est le plus sidérant de l'affaire, quasiment. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Son témoignage, c'est le plus sidérant de l'affaire. Écoutez. Pourquoi il faut attendre autant longtemps ? Avoir de réponses. Je appelais tous les lundis matins. Tous les lundis matins, le temps que ma fille elle était chez le psychologue. J'ai eu des réponses. L'affaire, il est en cours. Mais je suis la maman de victime. Je ne peux pas entendre ça, qu'il est en cours. Il n'était pas entendu, il n'était pas convoqué. Moi, j'ai été entendue 2 fois. La dernière fois que j'ai appelé, ils m'ont dit si je continuais à harceler, ils m'ont fait porte-plainte. Je le culpabilité que je n'ai pas assez fait. Que je n'étais pas à la hauteur en tant que maman. Aujourd'hui, je vois que la justice, il ne m'a pas suivi. En tant que maman, en tant que victime, en tant qu'il est ma fille, elle est une victime, elle souffre tous les jours. Elle souffre parce qu'elle a vu Liana mourir, elle a entendu dans le journal, et c'est la même personne. Pourquoi elle n'était pas arrêtée ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et ce qu'il faut souligner, c'est que cette famille
a dû déménager pour protéger cette petite fille, puisque la maman de Rosa, voyant qu'elle n'était pas prise au sérieux par les autorités, eh bien, elle a décidé de déménager d'Auch pour vraiment protéger sa fille. Et donc, c'est la victime qui s'éloigne, qui change son mode de vie, puisqu'on n'interpelle pas l'auteur de ces violences. Tant que le dossier était en béton. Oui. Parce qu'il y avait les certificats psychologiques et médicaux qui attestaient la. C'est vrai que parfois on est face à des affaires où il n'y a que la parole, et c'est vrai que la parole des victimes est importante. Mais là, on a quand même des examens médicaux, des attestations d'experts qui montrent qu'il y avait vraiment une lésion, notamment de l'hymen, et donc il y avait eu pénétration et acte. Et donc c'est incroyable. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, et moi, ça rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure. Je trouve le peuple français très patient. Oui. Très patient, très doux, parce que quand on voit des affaires comme ça, on se demande pourquoi les gens ne se font pas justice eux-mêmes. Enfin, il y a un côté, c'est ce qui va d'ailleurs peut-être se passer probablement, c'est-à-dire que si l'État est incapable, encore une fois, avec les preuves, de fonctionner normalement, c'est la base du contrat social. L'État, l'État doit protéger les plus faibles, et c'est une défaillance majeure, et je trouve le peuple français très patient. Le peuple français, il est entré dans une forme de dissidence. Il ne va pas voter, il n'écoute plus le ministre. Moi, j'écoutais hier soir chez vous, Pascal, M. Darmanin, qui avait du mal, qui était quasi à faune. C'était une belle allégorie. On ne l'écoute plus, on n'entend plus. L'État est à poil. Il a beau s'égosiller et dire s'il y a eu des manquements, je vais sévir. Ce qui veut dire, grosso modo, on cherche un lampiste pour assumer la responsabilité. Cet État qui parle et qui n'agit plus, cet État, il est devenu inaudible et on ne vote plus pour lui. L'État est nu, le roi est nu. On a entendu le carillon et figurez-vous qu'on va avoir un transfert. Il y a des grands joueurs, parfois, qui quittent un club pour aller dans un autre. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Bon. Et je salue notre ami Comaïl, et vous entendez l'heure de vérité, parce que Eugénie Bastier va participer à l'heure de vérité, mais surtout, Eugénie va quitter notre plateau pour aller chez vous. Ça s'appelle un transfert. Vous êtes dans le rôle d'un président de club, cher Thomaïl, qui vient de prendre un des meilleurs éléments de l'équipe adverse. Gros billet sur la table. De l'équipe, non même pas adverse, puisqu'on n'est pas, on est ensemble. Oui, bien sûr. De l'équipe, on est. Voilà. C'est pas joli. Voilà, sorti de chéquier. Éric Nolot, qu'en pensez-vous? Mais je trouve ça pas joli. Ça vous est arrivé, Éric, je vous le rappelle. Les transferts de venir de CNews pour venir ici répondre à mes questions. Mais pas au milieu d'une émission. Non. Ah, en cours d'émission. Eugénie va aller ça dans les règles. Voilà, que Eugénie aille dans votre émission un jour où elle n'est pas chez nous, moi ça ne me dérange pas. Enfin là... Mais là, à côté de moi, je prends ça personnellement. Bien sûr. Donc là, elle doit partir pour aller chez vous. Au nom de quoi?